Ah, vous êtes de retour. Et si vous êtes de retour, c'est parce que vous en voulez plus sur le dossier 10. C'est parfait parce que j'en ai plus à donner. Aujourd'hui, on parle des conférences constitutionnelles. On parle du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec et un petit bonus. On va parler des récessions au Québec dans les années 80. Voilà. Alors, les conférences constitutionnelles, dans le fond, c'est les conséquences du rapatriement de la Constitution qui s'est fait sans l'accord du Québec. Alors là, ça sera une tentative pour ramener le Québec dans la Constitution canadienne et ça ne marchera pas. Conséquence, hein, c'est cause-conséquence, cause-conséquence. Donc là, ça devient des causes d'une conséquence, le deuxième référendum sur la souveraineté, parce qu'au bout du compte, il y a des gens au Québec qui vont finir par se dire, ben coudon, on peut pas s'entendre avec le reste du Canada. Ça fait 2 fois qu'on essaie de s'entendre. Accord du Lac-Meach, accord de Charlottetown. Ça marche pas. Ben là, tant pis, on va aller séparer. Et puis donc, c'est un petit peu ça qui va se passer. Ça va être un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Très serré, mais ça sera non quand même. Et puis un autre petit sujet, les crises, la crise des récessions, la récession des années 80, on va finir par le dire. Voilà. Il y avait peut-être un autre petit sujet à parler sur le dossier 10 par rapport aux Amérindiens, aux revendications et tout ça. Mais comme j'en ai quand même pas pire parlé dans le dossier précédent, je me suis dit que ça allait être assez. Au pire, vous me poserez des questions si vous voulez là-dessus dans nos rencontres Teams. Alors, restez là et puis on s'en va parler de tout ça à l'instant. À plus. Politique du Québec dans les années 1980 et 1990. Au début des années 1990, le mouvement souverainiste reprend de la vigueur au Québec. Cette remontée du souverainisme est provoquée par l'échec coup sur coup de 2 accords constitutionnels, celui du Lac-Meach en 1990 et celui de Charlottetown en 1992. Voici un retour sur les événements qui ont amené le Québec à tenir un deuxième référendum sur la souveraineté en Et on est de 1995. retour. Cette fois-ci, je vous parle des conférences constitutionnelles des années 1987 à 1992. Et comme ces conférences-là sont des échecs, ben ça va finalement amener le deuxième référendum sur la souveraineté du Québec en 1995. Alors, la petite ligne du temps ici est très pratique parce qu'elle montre vraiment bien les principaux événements. Alors voilà, donc suite au rapatriement de 1982, sans l'accord du Québec, ben, les années vont passer et en 1987, il y aura une tentative pour faire en sorte que le Québec finalement s'entende avec le reste du Canada. Ça sera l'accord du Lac-Meach. Mais ce sera un échec en 1990. Il y aura une autre tentative en 1992 et ce sera encore une fois un échec. Alors dans la tête de certains, ben, ils vont se dire, coudonc, on s'entendra jamais. Alors, qu'est-ce que ça donne de rester dans le Canada si on s'entend jamais avec le Canada? Donc, l'idée d'un autre référendum va apparaître et il y en aura un en 1995. Alors, cette première tentative de ramener le Québec dans la Constitution, ce sera au lac Meach. Alors, c'est vraiment un lac qui existe vraiment au Québec. Et donc, l'ensemble des premiers ministres des provinces canadiennes et le premier ministre du Canada à ce moment-là, qui est maintenant Brian Mulroney, vont se rencontrer pour négocier et en arriver à une entente. Donc, c'est encore une fois Robert Bourassa qui sera là, parce que là, René Lévesque n'est plus. Le Québec va obtenir un statut spécial pour signer cette entente-là, il va avoir ça. C'est quoi ce statut spécial-là?
Ben, c'est, entre autres choses, contrôler mieux son immigration, avoir des 3 sièges sur 9 à la Cour suprême. Dans le fond, c'est d'avoir des juges provenant du Québec à la Cour suprême. Un droit de dernier regard, si vous voulez, sur les modifications à venir à la Constitution. On les voit ici, encore une fois, les demandes minimales du Québec, les fameuses 5 conditions minimales pour que le Québec accepte de signer la Constitution. Alors, avec en grande ligne, ben, disons, une plus grande reconnaissance du Québec comme une société différente, distincte, et les autres éléments. Donc, si on avait ça, ben, pour le Québec, on pouvait signer la Constitution. Alors, les 5 conditions minimales sont demandées. Une fois qu'il y a une entente, les premiers ministres de chaque province retournent dans leur chambre d'assemblée. Et là, c'est les députés de chaque province qui votent pour accepter ou non cet accord. Et finalement, bien, c'est 2 provinces qui vont refuser. Ce sera le Manitoba et Terre-Neuve qui ne voudront pas signer l'accord du Lac-Meach. Donc, le Québec l'avait accepté. Mais c'est 2 autres provinces qui n'acceptent pas. Et donc, ça ne fonctionne pas. Ce sera un échec à l'accord du Lac-Meach. Donc, négocier avec Brian Mulroney pour amener le Québec dans la Constitution, mais ça ne fonctionnera pas en raison de ces 2 autres provinces. On va aller voir un petit vidéo qui va nous expliquer ça dans quelques secondes. Mais n'oubliez pas que c'est un échec. Cela fera 20 ans demain, l'accord du Lac-Meach échouait. C'était la grande promesse de Brian Mulroney, faire entrer le Québec dans le giron canadien dans l'honneur et l'enthousiasme. Les conséquences de cet échec se font toujours sentir, même 2 décennies plus tard. Retour sur un événement marquant avec Emmanuel Latraverse et Héloïse Morin. La sérénité du lieu tranche avec les déchirements qu'il a suscités. Le Lac-Meach, c'était le pari de la grande réconciliation Québec-Canada. Nous en sommes arrivés à une entente de principe entérinée par tous les premiers ministres. Elle constitue, de l'avis des premiers ministres, une réalisation historique. Il y a là une consécration du caractère distinct du Québec. Le rêve de millions de Québécois et de Québécoises se réalise. Ce rêve, c'est surtout un rendez-vous manqué avec l'histoire. Meach, c'est aussi la chronique d'un échec. J'ai dit depuis le début que le Lac-Meach était un mauvais accord, mauvais pour les Québécois, mauvais pour les Canadiens. L'accord du Lac-Meach reconnaît le pays réel. L'échec de Meach a congelé le Canada d'une certaine époque. L'histoire d'une déchirure. Et je me vois contraint de quitter le gouvernement. Un échec surtout dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. C'est l'aveu qui vient de dire ça. Du malaise constitutionnel à la formation du Bloc québécois. OK, donc on arrive un petit peu à l'accord du Lac-Meach, deuxième partie finalement. Ça ne s'appellera pas comme ça va s'appeler l'accord de Charlottetown parce que ça se passe à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Donc, cet échec de Meach amène une autre tentative à Charlottetown un peu plus tard, en 1992. Et on a encore une fois, on pourrait pas mal dire les conditions que voulait Robert Bourassa. Donc, Robert Bourassa est pas mal en accord avec ça. C'est un petit peu moins, disons, que le Lac-Meach, mais selon le premier ministre du Québec, le Québec trouverait son compte dans cet accord de Charlottetown. Par contre, l'accord sera encore une fois refusé, cette fois-ci d'une autre façon. Donc, l'accord du Lac-Meach, c'était les députés de chaque province qui votaient. Cette fois-ci, c'est le peuple qui va voter. Donc, on va faire un référendum. Alors, ce mot-là devrait vous dire quelque chose. Il y en a eu au Québec, il y en aura eu 2 finalement au Québec sous la souveraineté. Mais un référendum, dans le fond, c'est pas nécessairement sous la souveraineté.
Ça peut être sur n'importe quel sujet. Dans le fond, c'est que le gouvernement veut demander au peuple s'il est d'accord ou pas avec quelque chose, et selon le résultat, eh bien, le gouvernement va agir. Donc, on va demander au peuple canadien de voter sur cet accord-là, et en majorité, eh bien, le peuple canadien va refuser l'accord. C'est pour ça que l'accord de Charlottetown sera lui aussi un échec. Donc, on voit un petit peu les résultats à cet instant. On peut dire autour de 50 quelques pourcents, ce sera refusé à travers le Canada. Le Québec, c'est à peu près les mêmes statistiques. Le problème, c'est que dans les endroits au Canada où on va voter contre, c'est surtout parce qu'on va trouver que ça donne trop de pouvoir au Québec. Alors qu'au Québec, pourquoi on va voter en majorité contre? C'est parce qu'on trouve que ça ne donne pas assez de pouvoir au Québec. Donc, d'un côté, c'est trop de pouvoir au Québec, puis ici au Québec, c'est pas assez. Alors, on voit tout de suite que ça sera très, très, très difficile de s'entendre au bout du compte. C'est ce qui va amener, comme je vous le disais, l'idée d'un autre référendum sur la souveraineté du Québec, parce que là, on est comme dans un cul-de-sac, qu'on pourrait dire. Donc, un autre échec pour Brian Mulroney, qui là va devoir s'avouer vaincu. Il n'aura pas réussi à ramener le Québec dans la Constitution. Et c'est là que la remontée du souverainiste va arriver. C'était pas mort en 1980 à la suite de l'échec du référendum, mais c'était peut-être pas fort pendant longtemps. Mais là, avec ces échecs-là, ces problèmes-là, ça redonne un peu de souffle à l'idée de la souveraineté au Québec. Et puis là, ça va être très, très fort. Et puis, ce deuxième référendum-là va diviser comme jamais le Québec. On a un nouveau premier ministre à ce moment-là, Jacques Parizeau, en 1994. Vous allez voir un petit vidéo après ça, mais il y avait aussi un autre homme très fort, c'était le chef du Bloc québécois, qui lui Lucien Bouchard, qui va, dans le fond, prêter main forte à Jacques Parizeau. Il va donner même plus important, si on veut, dans ce deuxième référendum-là. Il était très, très, très populaire, cet homme-là. Et puis, ça va donner vraiment un gros vent dans le dos du souverainisme. Et pendant un bon bout de temps, on a pensé que même ça allait passer, la souveraineté du Québec allait se faire. Mais finalement, ça n'arrivera pas, mais c'était excessivement serré. Si on regarde les résultats, si j'arrondis, c'est 51-49. Donc, c'est presque 50-50 cette fois-ci, contrairement au premier référendum qui était plus du 60-40. Ça, c'était la question du deuxième référendum. En gros, c'est à peu près la même affaire, là. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'entente. C'était pas spécifié, là, si on regardait la monnaie canadienne. C'était un nouveau partenariat économique. C'était plus à négocier, si on veut, à ce moment-là, en 95. Mais au bout du compte, ça revient un peu à la même chose. C'était de donner la souveraineté au Québec. Et donc, le non va gagner. Donc, encore une fois, la question. Alors voilà, on va aller écouter un autre petit vidéo qui va nous parler de ce référendum. Ou en fait, on va aller voir probablement un petit peu au moment où on donne les résultats. Restez là. À 22h20 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens au Métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Une mince majorité, pour l'instant 34 434 de majorité. Les troupes du non l'ont échappé belle. C'est une victoire à l'arraché, mais une victoire quand même.
Il semble évident que le nombre anormalement élevé d'indécis qu'on décelait encore ces dernières heures a opté en grande partie pour le non. Des gens qui, peut-être seuls dans l'isoloir au moment de faire leur croix, confrontés une dernière fois avec la question qu'ils avaient devant eux, ont choisi la prudence face au projet que lui proposait le gouvernement du Parti québécois. Évidemment, je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe à la gauche de votre écran. Une très, très dure réalité pour les souverainistes dont la raison d'être, dans le cœur comme dans l'esprit, est de faire du Québec un pays et qui ont cru comme jamais dans les 2 dernières semaines que le jour était arrivé, que le référendum serait, comme on dit dans le programme, l'acte de naissance d'un Québec souverain. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour dire leur déception, la blessure qui leur est infligée, la douleur qui est cruelle. Récapituler un peu tout ça, là, parce qu'en quelque part, tout ça est relié. Tout ça est pas mal cause-conséquence, cause-conséquence, cause-conséquence. Alors, tout commence, si on veut, on pourrait remonter très loin, là, mais disons, on rembobine. On rembobine, ça doit vous dire qu'est-ce qu'il raconte là, lui. On rembobine. Ouais, c'est ça, je suis rendu vieux, c'est parce que je suis de l'époque des cassettes et des... laissez faire. Alors, on revient dans le passé. L'élection du Parti québécois, il prend le pouvoir en 1976. Premier parti politique au pouvoir qui veut l'indépendance du Québec. Et donc, il avait promis de faire un référendum. Alors, il le fait en 1980. Ça ne fonctionne pas. Mais dans ce référendum-là, le non, Pierre-Éliott Trudeau, en tête, disons, avait promis du changement et avait promis de rapatrier la Constitution, ce qu'il va faire en 1982. Par contre, il le fait finalement sans l'accord du Québec, ce qui crée un problème. Ça reste un petit peu comme ça jusqu'en 1987, où le nouveau premier ministre du Canada, Brian Mulroney, veut ramener le Québec dans la Constitution. Il veut faire en sorte que le Québec signe cette Constitution-là. Et finalement, il y a un accord, l'accord du Lac-Meach. Les députés de chaque province doivent voter sur cet accord-là. Et finalement, il y a 2 provinces qui refusent l'accord. Donc, c'est un échec. Quelques temps plus tard, on se retrouve en 1992 et c'est dans le fond la même chose qui se présente, mais au lieu d'être sur le bord d'un lac, là, ils sont du côté de Charlottetown. Et il y a encore une fois un accord, ça fonctionne, sauf que là, bien, c'est le peuple canadien qui va voter par référendum sur cet accord-là et ce sera refusé en majorité dans le Canada. Alors là, c'est juste, ça devient comme un peu mélangeant dans le sens que c'est un autre référendum, mais là, c'est pas sa souveraineté du Québec. Ça n'a pas rapport avec la souveraineté du Québec, ça a rapport avec cet accord-là. Alors, c'est oui ou non pour cet accord-là. Et donc, c'est non. Alors, échec en 87, échec en 92. Au Québec, on commence à se dire, mais on ne se trouvera jamais une façon de s'entendre. On est aussi bien de s'en aller de notre bord. Et c'est là qu'en 95, avec la création du Bloc québécois, ouais, ça c'est un parti politique fédéral qui avait été créé, mais pour, dans le fond, la souveraineté du Québec. Là, tu as le Parti québécois provincial qui veut la souveraineté du Québec. Alors là, tu commences à avoir des forces puissantes, politiques, qui veulent l'indépendance du Québec, et ça l'amène, en 1995, à un autre référendum sur la souveraineté du Québec. Cette fois-ci, les résultats sont excessivement serrés. C'est le non qui l'emporte, mais de façon très, très serrée. Alors, ça fait un petit peu le tour de toute la question du Québec dans le Canada, des conférences constitutionnelles, etc. C'est le gros morceau du dossier 10. Après ça, il y a un paquet de petits sujets. Là, je vais aller vous parler plus du sujet de l'économie à l'instant. Alors, restez là comme toujours. Récession, inflation, chômage. Une autre année record. Pour les politiciens, le pire est passé.
I believe in these months ahead, in the coming year, I think we're going to see the recession bottomed out, and we're going to see interest rates begin to fall. Pour les économistes, le pire est à venir. Je pense qu'en 82, l'événement le plus marquant ou le fait le plus marquant, c'est que la reprise économique ne soit pas produite. Mais pour la plupart d'entre nous, le pire, c'est aujourd'hui. La grande préoccupation de l'année, la crise économique, une autre crise. L'an dernier, on parlait d'une ambiance maussade. Cette année, c'est franchement la mauvaise humeur. À peu près partout en Occident, le taux d'inflation dépasse les 10%, atteignant même dans certains cas les 100%. Des pays comme le Mexique ou la Pologne frôlent la faillite. Aux États-Unis, le chômage, jumelé aux réductions de l'aide sociale décrétées par l'administration Reagan, réduisent à la mendicité plus de 30 millions d'Américains. Au Canada, plus particulièrement au Québec, le nombre des sans-emploi atteint, il ne faut plus le cacher, des proportions endémiques. Presque du jour au lendemain, pour des millions de foyers, la question n'est plus de savoir si on maintiendra son pouvoir d'achat, mais bien comment survivre purement et simplement à la crise. Ben oui, je suis encore là pour vous parler des récessions des années 80-90. Alors, je vous ai passé un petit vidéo. Ça donnait quasiment l'impression que ça se passait en 2020. Ça parlait de récession, de problèmes économiques, etc. Là. Bon, évidemment, le vidéo, ça paraissait que c'était vieux, là. Mais on revit les mêmes choses. C'est cyclique. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous l'avais expliqué. L'économie, c'est des cycles. Ça va bien, ça va mal. Ça va bien, ça va mal. Ça va bien, ça va mal. L'économie monte. Eh bien, si elle a monté, elle va redescendre. Et si elle a redescendu, elle va remonter. Et c'est toujours ainsi. Il y a plusieurs facteurs qui font que ça va monter. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que ça va descendre. Qui aurait pu dire que ce serait une épidémie mondiale qui allait autant faire mal cette année à l'économie, alors que l'économie allait très, très bien depuis plusieurs années. Donc, on n'aurait pas pu prévoir ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, il y a des choses qu'on peut prévoir, mais la chose certaine, c'est que l'économie va monter, et quand elle a monté, ben, elle va redescendre. Et là, l'économie en ce moment, en 2020, avec la COVID, elle a baissé. Ben, je peux vous dire une chose garantie, elle va remonter. C'est sûr et certain. Donc, en 1980-90, après plusieurs années de prospérité, l'économie commence à avoir des petits problèmes. Nous, ça va nous toucher particulièrement au Québec, dans les zones rurales où, disons, où on exploite les ressources naturelles. Alors, c'est beaucoup en région, on pourrait dire en région, en guillemets, éloignée. On voit une image ici de la mine d'amiante d'Asbestos. Donc, des mines dans des régions où il n'y avait pas grand-chose, sans vouloir insulter personne. Mais comme il y avait une mine, ben, il y avait tout un village qui s'était développé, après ça une ville, après ça une grosse ville, etc. Sauf que quand la mine ferme, ben, qu'est-ce que tu fais à Asbestos? Ben, c'est ça le problème à un moment donné. Donc, dans des zones comme ça où on avait exploité, disons, surtout une ressource, et quand cette ressource-là avait des problèmes, eh bien là, c'est un petit peu tous les gens qui habitaient cet endroit-là qui avaient des problèmes. Alors, il y a beaucoup de zones, disons, éloignées ou rurales qui vont se vider de leur population parce que là, il n'y aura plus beaucoup d'emplois. Et puis donc, ben, dans le fond, les gens vont s'en aller de là. Alors, c'est un petit peu le phénomène qui va se passer au Québec. Ça, c'est la vidéo que vous avez écoutée. Donc, ben, c'est ça, des récessions. Alors, des récessions, ben, c'est des ralentissements importants au niveau de l'économie. Bon, on parle au Canada, il y avait une hausse des prix du pétrole. Vous vous souvenez un petit peu peut-être de ça, là, dans les années 70. Ça va amener une augmentation des prix, une inflation, augmentation des prix. Donc, on avait commencé peut-être à moins dépenser parce qu'on avait moins d'argent. Les gens achetaient moins.
Donc, moins de consommation, moins de production, et ça finit par toucher un petit peu tout le monde. Alors, il y avait une baisse des demandes en matières premières, et nous, au Canada, au Québec, on a une économie très basée sur les matières premières. Alors, c'est sûr que si ça va mal au niveau des matières premières, ben, ça risque d'aller mal pour nous. Comme certaines régions, ben, exploitent beaucoup les matières premières, minières, forestières, Côte-Nord, Abitibi, Gaspésie, Estrie. Ben, quand ça va mal, ben, il n'y a plus beaucoup de moyens de travailler, il n'y a plus beaucoup de revenus. Donc, les gens quittent ces zones-là pour s'en aller plus vers Montréal ou les centres plus urbains. C'est un petit peu ça qui se passe dans ces années-là. On voit un petit peu l'évolution des fermes et des populations agricoles. Alors, la population agricole, ben, va diminuer. Les fermes vont avoir de plus en plus de difficultés. Le chômage va augmenter. On dit le chômage dépasse les 14% dans les années 80. C'est vraiment beaucoup, ça, 14%. Il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas leur place, qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont au chômage. Alors, on peut dire que ça ne va pas très bien. Donc, le taux de chômage au Québec en 76 et 94, si on regarde le graphique, ben, vous voyez un petit peu là, les montées, les descentes, qui sont pas mal des grosses descentes. Donc, ça avait remonté quand même dans la fin des années 70, mais ça l'avait vraiment, on pourrait dire, planté pendant toutes les années 80. Ça l'a remonté un petit peu, mais ça l'a redescendu par après. Donc, le chômage, c'est un très bon indicateur pour savoir si les choses vont bien ou ne vont pas bien. Parce que dans le fond, quand les choses vont bien au niveau économique, ben, les gens travaillent. Ils ont des revenus, dépenses, etc. Puis quand ça va pas bien, ben, c'est l'inverse. Donc, ce qui se passe dans les régions plus éloignées ou rurales, ben, c'est ça. C'est que les gens quittent parce qu'ils n'ont pas vraiment d'emploi, puis ils n'ont pas vraiment de possibilité d'avenir. Alors, ça l'a fait très mal à beaucoup de zones du Québec dans ces années-là. Pour remédier à la situation, parce que vous savez que les gouvernements sont... on est toujours un peu quand même dans l'État-providence, hein, on est dans les années 80, donc 90, mais 80. Bien, les gouvernements tentent de créer des emplois, tentent de s'impliquer dans l'économie pour la faire repartir. Donc, on va un petit peu y aller avec ce qu'on avait fait par le passé. Les projets hydroélectriques de la baie James avaient donné beaucoup d'emplois. Donc, on donne un autre coup là-dedans. Une autre partie de la baie James va être développée pour créer des nouveaux emplois. D'autres mesures vont être créées. Là, vous avez le régime d'épargne-action, le fonds de solidarité. Donc, le régime d'épargne-action, c'est dans le fond, ça permet aux gens de déduire de leurs revenus imposables les sommes investies dans des entreprises québécoises. Dans le fond, c'est une certaine façon, c'est de trouver des sous pour investir dans l'économie. C'est un petit peu ça, là. Fonds de solidarité, ben, c'est un petit peu ça aussi, là. Donc, une organisation syndicale québécoise, les travailleurs, ils s'entendent, là. Donc, sur la création d'un nouveau fonds d'investissement destiné à financer des entreprises québécoises. Alors, ça donne c'est plusieurs millions de dollars, finalement, qui sont utilisés pour aider, supposons que telle entreprise québécoise a de la misère, ben, ce fonds-là peut investir pour aider cette compagnie-là, parce que dans le fond, cette compagnie-là québécoise, ben, c'est des gens qui travaillent. Donc, si on sauve des emplois, ben, c'est bon pour tout le monde au Québec. Fait que c'est un petit peu ça, là. Donc, on essaie de se donner des moyens financiers pour soutenir l'économie québécoise. Voilà, je suis dans quelques instants de retour. Et oui, c'est déjà la fin de cette petite capsule, de ce petit rappel sur les conférences constitutionnelles, sur le deuxième référendum sur la souveraineté du Québec et sur les récessions des années 80 au Québec et au Canada. Ben voilà, alors allez faire le travail là-dessus. On se revoit probablement mardi ou vendredi prochain.
Lâchez pas. À plus. Bye bye. Hey, oui, c'est déjà la fin. C'est quoi cet accent-là? C'est quoi? Je sais pas pourquoi j'ai pas un accent. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ça?